Maison éco-responsable, comment faire pour que mon logement, mon habitation répondent aux défis environnementaux d'aujourd'hui et de demain? On va répondre à toutes vos questions dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios en collaboration avec Brico, Immovelant, PNV, Eloya et Belle Charge. Et pour ce nouvel épisode, pour la toute première fois, un casting 100% féminin, Girl Power. On retrouve, pour les plus fidèles de l'émission, Camille. Comment tu vas, Camille? Mais bien. Camille de Natura Matter. Exactement. Je l'ai bien dit, plus ou moins avec ce super accent. C'est parfait. En 2 mots, c'est quoi? On est des experts en matériaux de construction écologique. Eh ben, ça a du sens pour cet épisode sur les maisons éco-responsables. Et alors, c'est sa toute première. On a Lise du guichet énergie. Elle est consultante en énergie pour le SPW Énergie. Merci Lise d'être là. Bonjour David, bonjour tout le monde. Le guichet énergie, c'est quoi en 2 mots Alors le guichet l'énergie, en fait, c'est des bureaux un peu partout en Wallonie qui dépendent du SPW Énergie. Mais on est avant tout là pour le particulier qui souhaite se renseigner sur comment mettre en œuvre une consommation moindre pour son habitation. On va creuser tout ça dans un instant. Et puis on reçoit Britta pour la première fois. Britta de chez Brico. C'est Brico qui a choisi la thématique de cet épisode. Bonjour Britta. Bonjour à tous, ravi d'être là. Alors je vais pas te demander de présenter Brico. Je pense qu'à un moment donné, si on sait pas ce que fait Brico, qui est Brico, il y a un problème. Mais Britta, par contre, dis-moi pourquoi tu as choisi cette thématique des maisons éco-responsables. Parce que je pense que c'est vraiment une thématique qui intéresse grand nombre de personnes aujourd'hui. C'est vraiment un sujet d'actualité. Ça nous touche, en tout cas nous, en tant qu'enseigne de bricolage. Et puis du coup, j'ai amené aussi quelques petits objets. Pour la fin de l'émission, on fera un petit jeu ensemble. On va en parler dans un instant. Vous qui nous regardez, vous n'oubliez pas, vous pouvez réagir, commenter notamment sur le WhatsApp aussi de l'émission. Le numéro s'affiche ici en dessous. Et en commentaire de la vidéo, même si vous la voyez dans 3 mois, nos experts régulièrement viendront voir ce qui se passe en dessous de cette vidéo. On est prêt, on est ensemble et on démarre avec le before. Le before, alors c'est une nouveauté, Camille, que tu n'as pas connue il y a 1 an et demi quand on avait démarré cette aventure. C'est un peu le warm-up, c'est pour se chauffer. Je vous ai demandé de venir avec un chiffre, un objet, une citation, un titre d'article. Alors Britta, toi, tu es immunisée parce que tu n'avais pas été prévenue. Donc ce n'est pas grave si tu es venue avec rien. Camille, Lise, tu es venue avec quoi? Alors, j'ai apporté notre petite boîte. Une petite boîte rouge. Une petite boîte que nous avons dans tous les guichets et qui permet un peu de cibler les différents types d'isolants. Donc, il y a des isolants qui sont à base de fibres naturelles. Il y en a qui sont à base de fibres minérales. Et enfin, ceux qui sont à base de synthétique, donc d'origine synthétique, pardon. Alors, voilà, les gens parfois viennent chez nous et ne savent pas trop quel type d'isolant mettre en œuvre. C'est vrai que les choses se valent, mais il faut bien connaître donc les caractéristiques de différents types d'isolants. Et mettre en œuvre aussi des épaisseurs différentes. Donc c'est quelque chose de visuel qui permet aussi de... J'aime beaucoup. Tu sais pourquoi? Parce que souvent quand on pense guichet énergie, quand on voit un peu les institutions publiques, on imagine le guichet avec une vitre au milieu. Là, au moins, on va pouvoir tester, découvrir, toucher et vraiment aller plus loin que simplement compléter un petit papier, un petit document administratif. On peut faire ça aussi, mais pas que. C'est ça l'info. On est aussi là pour conseiller les gens. Voilà. On a plus ou moins une demi-heure pour en savoir plus sur le guichet énergie. Alors, Camille, tu es venue avec quoi? Moi, je suis un peu raccord avec Lise. À côté d'être fondatrice de Natura Matter, je suis aussi propriétaire de mon appartement. Et on a dû isoler notre sous-sol cave cet hiver, parce qu'il faisait froid, avec des problèmes d'humidité parce que sous-sol cave. Et donc, on a fait le choix de le faire en chaux et en liège. Donc, j'ai ramené un exemple de liège. Alors ça, c'est vraiment un liège décoratif. Donc, c'est parce que moi, il me plaît et ça a un parti pris esthétique. Mais donc, on a mis 8 cm de liège avec une chaux pour garder aussi justement la gestion de l'humidité qui peut être un problème en sous-sol cave. Et c'est juste pour rappeler, parce que pour nous, c'est quelque chose auquel on tient chez Natura Matter. L'éco-responsable, il a aussi des valeurs ajoutées techniques qu'on oublie parfois et qui peuvent régler des problèmes d'humidité et de froid et de chaud, etc. Et c'est quelque chose qu'on aime bien rappeler. On va parler tout à l'heure des matériaux des tendances justement dans tout ce qui est lié à la maison éco-responsable. On va revenir aussi sur le coût, on va parler de tout ça. On va se demander aussi comment s'y prendre, qui contacter, comment faire un audit, etc. Mais d'abord, il faut qu'on clarifie 2-3 petites choses. Maison éco-responsable, s'il fallait définir ce terme, on le définirait comment, Camille? Je pense que on essaye de faire au mieux. Donc, maison éco-responsable, c'est l'habitation qui a le moins d'impact possible sur son environnement et rajouter qui est le meilleur possible pour la santé des gens qui occupent le logement. Donc, il y a le côté environnemental, mais il y a le côté santé et les deux
font la paire, vraiment. Ce n'est pas qu'une question justement de faire baisser sa facture d'énergie pour faire des économies. Pour moi pas. Il y a le côté CO2, il y a le côté déchets, on en parlera peut-être un peu plus tard, et puis il y a le côté santé qui est quand même super important aussi. Britta, vous avez lancé aussi sur le site de Brico une petite carte interactive justement sur la maison éco-responsable et avec les petites choses qu'on peut faire pour justement peut-être tendre vers cette maison éco-responsable. Quand tu entends la définition de Camille, pour toi, tu es d'accord? Tu as envie de rajouter quelque chose? Non, vraiment 100% d'accord. Je crois qu'il y a véritablement 2 axes. Il y a la maison, l'éco-responsabilité par les matériaux en fait qui vont être utilisés à l'intérieur de l'habitation et qui vont rendre cette maison plus saine, aussi une bonne aération, ventilation. Et puis il y a la partie à laquelle on pense souvent le plus, mais qui est vraiment la consommation énergétique et comment diminuer en fait son impact sur l'environnement au niveau de sa diminution de consommation énergétique. Il y a effectivement faire baisser sa facture, enfin avoir un impact sur l'énergie, avoir un impact sur la santé. Il y a d'autres critères qui rentrent en considération dans la définition de la maison éco-responsable? Je pense aussi peut-être qu'on peut rajouter tout l'aspect habitude, comportement. C'est bien de construire ou de rénover, voilà, en faisant bien attention à diminuer ses besoins, réduire autant que possible donc tout ce qui est consommation, le volume chauffé. Et alors il y a tout le suivi après, comment est-ce qu'on va y habiter, les petites choses qu'on pourra mettre en œuvre, juste des changements de comportement, quoi, hein. Donc typiquement ça peut être bien charger les appareils pour pas les laisser tourner à moitié plein. Enfin, on a toute une série de conseils qu'on peut donner à ce niveau-là, qu'on voit sur internet et qu'on trouve aussi sur notre site énergie.wallonie.be, pour aider les gens justement à suivre ce comportement. Camille. Et moi, si je peux rajouter, il y a l'aspect aussi déchets dans le sens où souvent quand on fait des travaux chez soi on aime bien se dire que ça doit durer dans le temps, mais on aime bien quand même changer les intérieurs, etc. Or le matériau le plus durable c'est celui qui reste longtemps et auquel on touche le moins vite possible, et donc choisir des choses qui nous plaisent vraiment et qui sont peut-être un peu moins sujets à des modes ou à être plus vite qui vont plus vite nous fatiguer, quoi. Je voudrais faire une petite parenthèse par exemple sur le PEB. Maison éco-responsable, PEB, est-ce que c'est lié? J'imagine que oui, mais est-ce que le PEB reprend toutes les notions de la maison éco-responsable? Camille, tu souris? Oui, c'est lié parce que ça, en fait, mais à mon avis, Lise pourrait être beaucoup plus précise que moi sur le sujet. L'idée, c'est d'identifier l'utilisation de l'énergie à l'intérieur du bâtiment, enfin de l'habitation. Or, on voit que les études générales montrent que 50% de l'impact d'un bâtiment, d'une habitation est lié à son usage énergétique, 50% aux matériaux. Et donc c'est lié, mais l'aspect matériaux n'est pas du tout repris dans la PEB. Ok, c'est vrai que le PEB, il se focalise sur quoi, Lise, exactement? Sur la consommation énergétique, consommation spécifique par mètre carré, c'est un peu technique là, mais effectivement, comme dit Camille, malheureusement, à l'heure actuelle, tout ce qui est biosourcé dans les matériaux n'est pas repris. Par contre, il y a quand même un outil, Totem, qui permet justement de mesurer l'impact des matériaux mis en œuvre pour la rénovation et pour la construction. Maintenant, pour revenir simplement sur le certificat PEB, il y a quand même une idée de la consommation et de l'impact environnemental, mais pas en prenant en compte les matériaux, c'est plutôt par rapport à la consommation énergétique du bâtiment. Donc, on a une idée de l'impact du bâtiment par rapport à sa consommation. Et alors, les énergies renouvelables sont quand même reprises aussi. Donc, si on met en place un poêle ou une chaudière biomasse, par exemple, il sera repris aussi dans les énergies renouvelables. Or, c'est aussi quelque part de l'éco-responsabilité. C'est du local, c'est à base de bois déchiqueté ou de bois recyclé. Et on sait que le PEB aussi va devenir être dans certains cas déjà obligatoire. De plus en plus je pense même qu'on va vers une obligation pour tout le monde. Britta, vous y êtes intéressée aussi à ce certificat PEB parce que forcément c'est un bon indicateur aussi pour après savoir comment faire. Oui, nous on voulait vraiment essayer de conscientiser les gens et donc tous les propriétaires en fait, en disant faites un peu un screening de votre habitation pour savoir où vous en êtes et pouvoir vous donner une priorité des travaux éventuellement à effectuer de manière à rendre votre habitation plus éco-responsable dans en tout cas sa partie de consommation énergétique. Et donc il existe des audits très détaillés qui peuvent être faits, qui sont un petit peu plus onéreux. Et donc nous on a décidé de partir sur le PEB parce que on a trouvé un partenaire qui réalise des PEB et qui propose un prix unique en fait pour le PEB pour tout le monde, qui est de 250 €, que ce soit un petit appartement ou une grande maison. Et donc il y a un rapport quand même déjà assez détaillé qui est remis à la
personne. Le but est pas du tout que les gens fassent appel et fassent une demande de PEB dans le cadre justement d'une location ou de la revente du bien immobilier, mais vraiment dans une conscientisation de que puis-je faire et où dois-je mettre mes priorités pour essayer de rendre mon habitation un peu plus éco-responsable. Et le petit plus, c'est que comme on a envie vraiment de motiver les gens de le faire, on dit quelque part votre PEB, on va vous le rembourser parce que une fois que vous avez réalisé le PEB, que vous l'avez payé, nous, avec votre rapport, on vous remet des bons d'achat, des bons de réduction qui sont valables dans les magasins d'une hauteur de 250 € pour vous aider à entreprendre ces travaux. Et voilà, encore chouette. Un bon plan by Brico. Notez toutes ces petites choses, les amis. Ça paraît peut-être parfois un peu publicitaire, mais en vérité, c'est un vrai bon plan. Si on peut récupérer les 250 € qu'on doit investir en bons pour acheter après des matériaux qui peuvent nous aider à avoir une maison plus éco-responsable, tant mieux. Sur le PEB, est-ce qu'il y a encore des petites choses à dire qui peuvent être pertinentes dans le cadre de notre sujet sur les maisons éco-responsables? Est-ce que, tu l'as dit, je pense Camille, c'est pas suffisant parce qu'on doit faire un audit pour pouvoir après prendre les bonnes décisions, mais se contenter du PEB, c'est pas suffisant. Je pense que, disons que c'est un angle d'attaque. Il y en a d'autres. Je pense que on voit quand même, il y a une vraie tendance dans le monde de l'immobilier maintenant. On sait que la valeur d'un bâtiment dans le futur sera liée à sa consommation énergétique, mais aussi à l'impact qu'il aura en termes de CO2 au niveau des matériaux. Il y a un consensus là-dessus, notamment au niveau européen. Et donc, choisir des matériaux qui ont une haute qualité ou une basse consommation énergétique, qui ont un faible impact énergétique, c'est aussi d'une manière ou d'une autre donner plus de chances au bâtiment de garder de la valeur dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau dans lequel c'est une nouvelle manière d'approcher la question des matériaux. Rita. Mais je pense que ce qui est important aussi de souligner, c'est que une maison éco-responsable, et donc c'est effectivement une habitation qui va coûter plus cher à la base. On parle en général de 10 à 20% plus cher qu'une maison traditionnelle, mais c'est vraiment quelque chose qui amortit dans le temps pour les gens qui y vivent effectivement, parce que ils vont pouvoir bénéficier, ils vont avoir des coûts énergétiques qui vont être moindres, mais ça valorise aussi fortement l'habitation, donc ça va donner à terme beaucoup plus de valeur à la maison. Camille, avec ton expérience, parlons 2 secondes aux investisseurs, à ceux qui achètent pour faire de l'investissement locatif. Est-ce qu'il y a un intérêt économique? Parce qu'on va pas se mentir, souvent ces personnalités-là sont guidées aussi par ça, et c'est normal aussi. Est-ce qu'il y a un intérêt économique, même quand on fait de l'investissement locatif, d'aussi s'intéresser à tout ça? Oui, de toute façon, je pense pour la valeur à long terme du bâtiment. Mais nous, ce qu'on voit aussi, c'est, je suis d'accord que pour le moment, on voit une différence de prix entre du conventionnel et du durable. Dans la réalité des choses, cette valeur, nous, ce qu'on voit dans notre pratique, c'est que c'est pas parce qu'on fait des matériaux durables que c'est plus cher. Par contre, ça demande vraiment de réfléchir avec l'architecte ou avec l'entrepreneur général, parce qu'en fait, c'est nouveau pour tout le monde. Et donc, en fait, ce surcoût, il vient du fait que c'est nouveau pour tout le monde et que personne n'aime bien prendre un risque pour la première fois. Et donc, c'est une différence de prix qui va aussi disparaître avec le temps. Mais je pense qu'en termes d'investissement, c'est aussi des matériaux qui ont des valeurs ajoutées qui sont techniques. Je vais donner un bête exemple. Nous, on a accompagné un particulier qui rénovait sa toiture, pour y faire une chambre. C'est la partie de la maison qui prend le plus de chaleur. Et donc, moi, quand j'étais petite, j'étais sous la toiture. En été, tu meurs de chaud, c'est pas très gai. Donc j'allais dormir dans le salon quand il faisait trop chaud. On va avoir de plus en plus chaud, on le sait. Et donc en choisissant des matériaux à haute densité en fibre végétale, en fait, il a réussi à ne pas devoir utiliser son air conditionné. Et donc en fait, là, il y a une vraie réflexion à avoir sur le fait qu'en choisissant certains matériaux, on peut postposer l'usage des techniques. Or, l'installation d'un airco, c'est cher. Et la consommation d'un airco, c'est encore plus cher que la consommation d'une chaudière ou même d'une pompe à chaleur. Donc c'est quand même des choses auxquelles il faut commencer à faire très attention. Lise, je te vois avec des objets en main. C'était juste pour illustrer le propos de Camille. Et donc effectivement, là, on a un isolant qui est à base de fibres d'herbe, qui est local, qui provient de Wallonie. Donc c'est tout de l'herbe séchée wallonne. Et à côté de ça, on a un matériau synthétique. Et donc les deux se valent en termes de performance énergétique, pour autant qu'on mette donc une épaisseur qui est adéquate. Mais on sent tout de suite que celui-là, si tu veux le tenir, je veux expérimenter. Voilà. Il y en a un qui est plus lourd que l'autre. Et c'est ça le propos de Camille qui illustre donc la densité des matériaux qui va pouvoir tamponner justement cette chaleur. Et en termes de prix, lequel coûte plus cher? Ils sont pas pour le même usage, mais par exemple, la laine d'herbe que tu vois là, c'est exactement le même prix que la laine minérale. C'est souvent, ça vient remplacer la laine de roche ou la laine de verre qu'on vient mettre, par exemple, dans des gîtes, dans une toiture. Et c'est le même prix. Parfait. Continuons à parler 2 secondes. Je vais vous poser 2-3 un peu idées reçues, peut-être ou pas, sur les maisons éco-responsables. Est-ce que maison éco-responsable, c'est forcément revenir à moins de confort, revenir dans l'ancien monde?
Non, je pense que ça c'est une idée faite. Oui. Et je pense que justement tout le défi il est là, c'est d'augmenter la performance tout en conservant le confort. Maintenant, il est clair que le niveau de confort qu'on a aujourd'hui parfois est un peu plus luxueux quand même que ce qu'on a connu il y a 50 ans. Alors on ne dit pas qu'il faut revenir à 50 ans en arrière, mais c'est peut-être juste avoir une certaine notion de la sobriété énergétique et ne pas vouloir toujours plus, autant d'écrans, autant de le frigo le plus grand. Enfin voilà, c'est juste ce dont on a besoin, quoi. Mais je pense notamment aux toilettes sèches. Souvent, quand on pense maison éco-responsable, il y a cette image qu'on véhicule très vite. Oh non, moi je veux pas de toilettes sèches chez moi, Britta. Les maisons éco-responsables, c'est forcément un retour en arrière. Quand tu vois tes nouveaux produits qui arrivent, qui sont labellisés durables, etc., t'as l'impression que c'est moins de confort, c'est moins de... Non. D'ailleurs, je suis assez surprise par la question parce que c'est vraiment quelque chose auquel j'avais jamais pensé. Donc non, je pense pas du tout. Je pense qu'on peut avoir vraiment, on peut faire une habitation aujourd'hui qui est tout à fait dans l'air du temps, avec un confort topissime, tout en utilisant effectivement des matériaux durables et en essayant d'impacter positivement sa consommation. Et on le rappelle, Lise, attention à l'effet rebond. C'est pas parce que on met des choses en place pour payer moins cher que ça nous permet d'augmenter de 1 ou 2 degrés notre chauffage. Oui, c'est ça. En fait, parce que tout ce qui est biosourcé, déjà, ça va donner droit à des surprimes. C'est vrai qu'on n'a pas encore rentré dans ce sujet-là, mais donc il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place par la Wallonie pour justement soutenir la performance des bâtiments et aussi le biosourcé. Maintenant, on a peut-être une prime plus élevée. C'est pas pour ça qu'après, quand on reçoit sa prime, qu'il faut sauter dans le premier avion pour se faire plaisir, quoi. Profitons de la maison qu'on a faite et de toutes ces avantages. Mais creusons alors justement encore un peu sur la question, cette idée qui est, tu as déjà répondu rapidement, mais que tout ce qui est éco-responsable, biosourcé, coûte forcément plus cher. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Camille, tu dis non, mais... Je pense que, en fait, ce qui est compliqué quand on parle de matériaux éco-responsables ou de matériaux durables, c'est qu'on est sur une famille qui est gigantesque. Si tu vas au Brico, tu as des matériaux de tous les prix et tu as parfois des concurrents entre eux de différentes gammes. Et donc, dans le matériau durable, tu as de l'entrée de gamme, du milieu de gamme, du haut de gamme, ça part dans tous les sens. Et donc, c'est toujours compliqué parce qu'il y a encore cette idée. Et c'est vrai que quand nous, on a commencé chez Nature Amater, il y a 5 ans, il y avait encore une différence de prix qui était quand même relativement constante. Maintenant, en fonction des familles de matériaux, il y a des matériaux qui ont le même prix. Il y a des matériaux qui sont plus chers et on a même des matériaux, nous on accompagne du coup parfois des promoteurs immobiliers et des investisseurs où par exemple le matériau coûte plus cher mais comme tu gagnes du temps de chantier et du mise en œuvre, tu peux vendre ou tu peux louer plus vite et du coup en fait il faut mais c'est pas les mêmes budgets dans ta tête donc ça demande de réfléchir un peu différemment tes budgets. Par rapport aux primes justement, tu parlais de nouveau rapidement de primes pour les produits biosourcés, donc il y a des aides pour la rénovation et des aides plus importantes en fonction des choix qu'on fait, notamment des choix qui sont bons pour la planète, c'est ça ? Donc au niveau des matériaux isolants, là il y a une surprime. Que ce soit en isolation de murs, de sol ou de toiture. Au niveau des systèmes, il y a aussi des primes et là c'est uniquement en fait pour les systèmes de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire qui sont à base renouvelable. Donc on pense à la biomasse, donc biomasse c'est bois, c'est pellet principalement, tout ce qui est pompe à chaleur aussi. Et donc tout ce qui est à base d'énergie fossile est exclu des aides. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire ? Oui, il y a des prêts pour aider au financement. Ça c'est très important et moi j'ai jamais vu des aides aussi importantes qu'aujourd'hui, donc voilà, on sent vraiment qu'on est dans un incitant, on pousse les gens à y arriver, on a des objectifs au niveau de la région wallonne d'atteindre le label A en moyenne d'ici 2050 et donc on incite les gens à le faire. Est-ce que ce sera comme ça jusqu'en 2050 ? Je ne pense pas. Tu parles, t'es là pour représenter la Wallonie, à Bruxelles il y a aussi des aides, j'imagine que tu les connais un peu, mais est-ce qu'il y a une grande différence ? Est-ce que Bruxelles est plus dynamique que la Wallonie ? Alors je ne connais pas exactement les prix parce que c'est vrai que la politique des aides ça change à chaque législature et donc là on a plusieurs programmes de primes actuels, on vient de voter donc on va se retrouver avec un nouveau ministre, probablement qu'il va y avoir des modifications, soit ça va être prolongé, soit ça va être modifié, par expérience ça change à chaque législature. À Bruxelles c'est pareil. Ce que je sais de Bruxelles c'est que si j'ai bien compris il y a des sortes de chèques, donc on a déjà en fait une promesse de prime au départ. Qu'en Wallonie c'est pas tout à fait comme ça, sauf si on fait une demande de prêt. Là on sait déjà ce qu'on va retoucher, quoi. Les technologies évoluent très très vite. On voit dans le monde de la tech que quelque chose qu'on achète aujourd'hui, dans 3 ans, est déjà parfois obsolète. Aujourd'hui, quand on fait de la rénovation, on doit se projeter sur 10, 15, 20 ans, peut-être plus. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est où, Camille, dans l'évolution on va dire des technologies au niveau de la rénovation ? Est-ce que si aujourd'hui tu me dis d'acheter ça, est-ce que je suis sûr que ça
dans 10 ans, 15 ans, ce sera le produit encore et toujours? Je vais même te challenger. Je pense qu'il ne faut pas penser 15 ans, il faut penser 40 ans. Okay. Parce que je pense que le but, justement, c'est d'éviter de te faire une vague de rénovation maintenant et dans 15 ans, devoir rénover sur des choses qui sont quand même pour les grosses choses comme l'isolation, les chaudières et tout. Moi, je pense que c'est des matériaux qui ont montré aussi autant patte blanche que les matériaux dont on a l'habitude d'utiliser. Et je pense que c'est important, si maintenant on décide de faire une grosse rénovation sur une maison dont on est propriétaire, de réfléchir à éviter les travaux dans 3, 5 ans, 15 ans, et de dire il vaut mieux aller au-delà de la norme maintenant, parce que les normes vont continuer à évoluer, elles vont être de plus en plus sévères, et donc si on peut réfléchir en mettant un peu plus d'isolation maintenant pour pouvoir tenir 15 ans, en fait, tant mieux, parce que les matériaux, ils vont tenir 15 ans sans aucun problème. Mais aujourd'hui, tu considères que nos connaissances, elles sont vraiment très poussées et que les découvertes qu'on va faire permettront d'améliorer 2-3 choses, ou alors tu dis non, en fait, on est encore très très loin de là où on peut aller, et il y a encore des grandes optimisations, des grandes découvertes, des grandes choses qui peuvent faire que l'habitat de demain sera pas du tout, la manière de rénover dans 5 ans, dans 10 ans, sera pas du tout la même manière de rénover que maintenant. Elle sera sans doute pas du tout la même, mais la construction n'est pas le secteur le plus innovant du monde. Okay. Et en réalité, il y a beaucoup d'architectes qui disent la manière dont on construit maintenant versus il y a 200 ans, ok, les matériaux ont évolué, mais fondamentalement, on n'est pas sur des énormes différences. Donc, je pense qu'il vaut mieux faire maintenant. C'est maintenant d'investir. Et aussi parce que les mannes d'argent pour aider les propriétaires à faire les travaux, ils sont disponibles maintenant. C'est pas sûr qu'ils soient encore disponibles dans 10 ans. Britta, t'as Camille qui dit maintenant. On sait qu'on vient de subir avec les guerres, tout ça, une inflation, même si les prix maintenant redescendent et se restabilisent. Mais on est quand même encore, je pense, assez haut. Tu dis aussi rénover maintenant, ou tu dis attendez quand même encore un peu? Je rejoins sur ta boule de cristal, Britta. Évidemment, on peut pas savoir, mais c'est clair qu'actuellement, on est encore sur des budgets qui sont raisonnables, avec effectivement des primes qui sont présentes. Donc, il faut essayer d'en profiter. On ne sait pas où on en sera dans 5-10 ans. On a bien vu avec le photovoltaïque, les primes, elles ne sont plus là. Donc, voilà, ça diminue de plus en plus. Donc, au plus tôt, au mieux c'est. Et les prix en magasin, aujourd'hui, on retrouve un niveau où ils sont encore hauts? Mais les prix en magasin n'ont pas augmenté dans la même proportion que l'inflation qu'on a pu connaître, ou en tout cas les prix de l'énergie. Donc ils sont restés. Il y a une petite augmentation, mais c'est encore resté relativement stable. J'ai Lise qui hoche un peu la tête gauche-droite. On voit des prix vraiment énormes quand même pour des toitures, des rénovations. Mais à mon avis, c'est plutôt au niveau de la main d'œuvre que ça se justifie, des prix aussi élevés. Des toitures à 40, 50 000 avec une isolation. Maintenant, le plus important, j'ai envie de dire, c'est de bien mettre en œuvre les matériaux. Il suffit pas juste de mettre un isolant, il faut surveiller aussi l'étanchéité à l'air, la ventilation, pour pas que cet isolant justement souffre avant la fin de sa durée de vie, quoi. Ouais. Et donc bien mettre un pare-vapeur, frein-vapeur si on travaille avec du biosourcé, et mettre un système de ventilation qui est reconnu, et puis mettre l'épaisseur la plus importante qu'on puisse faire sans changer de technique de main-d'œuvre pour justement maximiser ses coûts. On avance. Je suis convaincu par le concept de maison éco-responsable. Les gens nous ont écoutés, ils sont prêts à passer à l'action. Mais comment ils doivent s'y prendre ? Qui contacter, comment faire un audit parfait, voilà. Je vous laisse me partager votre expérience. On commence par quoi finalement ? Je pense que alors moi je reste convaincue que la première chose c'est de trouver un bon architecte ou un bon entrepreneur. Okay. Et mieux un architecte ou mieux un entrepreneur, ou les deux? Moi je reste convaincue que un architecte a toujours une valeur ajoutée, mais il est souvent perçu comme un coût avec pas beaucoup de valeur ajoutée, sauf quand on a un besoin de permis. Moi je trouve que l'architecte c'est quand même un professionnel de la construction qui va être le défenseur du propriétaire par rapport à un entrepreneur qui est bon dans son travail, c'est pas ça, mais ils n'ont pas la même perspective sur les choses. Donc moi, je reste convaincue que travailler avec un architecte, c'est un investissement et pas un coût. Après, pour des travaux qui sont extrêmement bien ciblés, type une rénovation de toiture, si vous travaillez avec un toiturier qui a de l'expérience, il n'y a pas toujours besoin d'un architecte. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver les bons professionnels en Belgique pour le moment. Il y a un peu pénurie de main-d'œuvre, donc ça, c'est compliqué. Après, oui, c'est vrai que nous, on conseille aux gens de venir au guichet, tout simplement
justement pour voir voilà, quelles sont les démarches à faire. S'il y a des démarches à faire avant de commencer les travaux pour tout ce qui est aide et primes, hein, donc aide, je parle du prêt à 0%, fatalement, il faut déjà commencer les démarches avant de commencer les travaux. Donc, si on va dans cette optique-là, pousser la porte du guichet permet déjà de voir les démarches, les réglementations, combien de centimètres est-ce que je dois mettre si je travaille avec tel isolant, est-ce que ce devis est un bon devis, que me conseillez-vous, est-ce que c'est un bon prix, j'ai un autre devis avec tel matériau, qu'est-ce qui serait mieux, voilà, alors mesurer aussi toutes les démarches peut-être urbanistiques à voir aussi, peut-être pas pour une toiture, hein, mais si on parle d'une isolation de façade, il y a parfois aussi des démarches urbanistiques, et donc c'est vrai qu'on a plein de ressources au guichet d'énergie qui pourront aider le citoyen justement dans son parcours de rénovation, quoi. Et Britta, vas-y. Oui, je rejoins évidemment ce que vous dites, mais je pense aussi que, parce qu'on est beaucoup en train de parler quand même de travaux relativement conséquents ici. Ouais. Hein, on parle de refaire sa toiture, ça ne concerne pas la majorité des personnes. En tout cas, même si ça concerne un grand nombre de personnes, beaucoup de personnes n'ont pas les moyens. De toute façon, même avec les primes, etc., ça va être assez compliqué. Il est important aussi, je trouve, de regarder un petit peu quels sont les travaux qu'on peut entreprendre chez soi, qui permettent déjà, en fait, soit de remplacer des matériaux qui ne sont pas des matériaux durables par des matériaux durables, soit de réduire, comme on l'a déjà dit, qui permettrait de réduire la consommation d'énergie, et travaux qu'on peut faire soi-même. Parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneurs et tout. Oui, c'est difficile de trouver des entrepreneurs. Oui, les prix ont augmenté, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, que les gens peuvent faire eux-mêmes. Et installer de l'isolation, on voit ça peut-être comme un chantier très compliqué, même la grosse isolation, ce n'est pas quelque chose en soi difficile, et il existe aujourd'hui suffisamment de tutos, etc., de contenus sur le web, ou même vous allez sur brico.be, vous allez déjà trouver énormément de choses, de contenus qui va vous permettre d'effectuer de réaliser les travaux par vous-même. Et clairement, et on va en parler, c'est vrai qu'on part des grosses rénovations. Pour tout à l'heure aussi, tu nous as ramené justement des produits qu'on peut trouver en magasin qui peuvent aider justement aussi à tendre vers ces comportements vertueux. Donc on va en parler. Britta, et tu as raison aussi de le rappeler que pour ceux qui nous regardent, certains peut-être vont se perdre en disant oui, c'est bien beau vos histoires, mais moi j'ai pas 20 000 euros à mettre dans de la rénovation. Donc je passe à autre chose. Il y a moyen de faire plein de choses. On va y venir, Britta. Mais c'est bien. Tu me tends une belle perche. Britta, justement, Brico aussi, on y va. Même moi, parfois, je t'avoue, j'ai été chez Brico pas pour acheter, mais parce que je sais aussi que les gens qui sont dans le magasin, vos vendeurs, sont aussi souvent même des gens qui conseillent très très bien. Est-ce que aujourd'hui, vos employés, ceux qui sont chefs de rayon, sont formés régulièrement aussi à toutes ces thématiques-là? Donc on peut aussi aller chez Brico et dire voilà, je suis dans cette dynamique-là. Qu'est-ce que vous me conseillez? Oui, tout à fait. Les gens sont effectivement formés, et ils vont pouvoir vous aider. Alors, sans doute pas avec les primes qui existent et ce genre de choses, mais ils peuvent véritablement conseiller aussi au niveau des produits, et très certainement aussi au niveau de leur installation. Parfait. Et je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que Britta disait. Donc, même les petits travaux donnent parfois droit à des primes aussi en région wallonne, et même certains travaux qu'on ferait soi-même. Donc, tu peux donner des exemples, par exemple, Lise? Oui, par exemple, le tubage d'une cheminée pour mettre une nouvelle chaudière à basse condensation, comme par exemple l'isolation du plancher du grenier ou du toit qu'on ferait soi-même. Donc il y a toujours un critère technique à respecter, bien sûr, mais donc on peut le faire soi-même et accéder à une prime. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui sont certifiés? Est-ce qu'il y a une sorte de label où quand on recherche, on va sur les sites des entrepreneurs et on voit des labels? Est-ce qu'il y a des labels ou pas du tout? Non, il y a des classes, mais ça c'est plutôt pour donner la taille de l'entreprise. Par contre, c'est vrai que si on veut faire des travaux éco-responsables, il y a quand même 2-3 ressources qui peuvent être utiles. Sur Bruxelles, il y a le réseau EcoBuild Brussels qui reprend des entrepreneurs et des architectes qui sont spécialisés dans dans l'éco-construction. Pareil, en région wallonne, il y a le cluster éco-construction qui a aussi un listing de professionnels, et ça donne quand même confiance de pouvoir travailler avec des gens comme ça. Et sinon, je sais aussi qu'il y a une nouvelle plateforme qui a été lancée qui s'appelle, si je me souviens bien, Rebuild Brussels, pour trouver des entrepreneurs quand on veut faire de l'éco-construction. Et on fera un super article sur notre nouveau site, le rendez-vous des proprios.com, le RDV des proprios.com. On fera un article, je pense, où on listera tous ces acteurs qui peuvent aider justement dans bien choisir son partenaire avec qui avancer. Britta, on va tout doucement arriver aux petites choses, aux petits comportements qu'on peut faire aussi. On sort un peu de la rénovation sur la rénovation à grande échelle, même si on y reviendra tout à l'heure aussi sur un peu les matériaux tendances, etc. Sur la rénovation à grande échelle, est-ce qu'on a dit un peu les grandes orientations?
Les priorités. Oui, les priorités. Les priorités, donc une toiture. Une toiture, c'est vraiment par là qu'on perd le plus. C'est par là qu'on doit commencer, c'est vraiment la toiture. 30% la toiture, on dit dans les déperditions, 30% la toiture, 25% les murs, 15% les fenêtres. Parce que c'est vrai que ça c'est une vraie bonne information, parce que c'est vrai que si on fait un audit, on voit tous les problèmes, et puis on se dit mais par quoi je commence? Et donc on commence par la toiture. Non, l'audit il va déjà structurer aussi, il va donner les priorités, contrairement au PEB. Le PEB, un outil nécessaire qui donne une carte d'identité énergétique, mais l'audit par exemple va vraiment donner les priorités. Par quoi est-ce qu'on perd le plus d'énergie? C'est souvent la toiture, si elle n'est pas isolée. Et qui fait les audits? Il faut un auditeur, en région Wallonne en tout cas, il faut un auditeur qui est agréé par la région. Donc généralement, ce sont des profils déjà assez techniques, comme des ingénieurs, des architectes qui ont suivi une formation. Et je tape quoi sur Google? Auditeur logement. Logement. Ou alors vous allez sur énergie.wallonie.be et vous pouvez taper dans le moteur de recherche aussi auditeur logement. Et là, vous retrouvez toute la liste en fait de ceux qui sont agréés. Ça coûte cher de faire un audit, Camille? Lise? Si tu as une idée. Je n'ai aucune idée, donc c'est une excellente question. On est environ, on dit 1 200 €, mais par contre, c'est déjà subventionnable. Donc, il y a déjà une prime qui est accessible de la région pour le fait d'avoir fait l'audit. Et certaines communes ajoutent encore quelque chose en plus, quoi. Donc, il ne faut pas oublier que la région donne des aides. Il y a aussi le niveau de pouvoir communal qui donne aussi des aides parfois. Ça dépend un peu de la densité, on va dire, et de leur politique. Et alors aussi au niveau fédéral. Donc, il y a parfois des aides fédérales, non pas pour la rénovation, mais oui, c'est vrai, il y avait la TVA. Il y a eu la TVA au niveau fédéral qui avait été réduite à 6% pour les nouvelles constructions. Donc, c'est aussi une aide quelque part. Britta, vous aidez pour le certificat PEB. Peut-être bientôt, vous allez aider pour faire un audit plus complet, même si votre certificateur, visiblement, remet déjà un rapport qui est très complet et qui peut donner une orientation. Alors, c'est pas du tout un rapport comparable, effectivement, avec un audit énergétique, mais c'est quand même un rapport qui est déjà détaillé et qui peut servir, en tout cas, de première base pour les personnes qui souhaitent rénover. C'est vrai qu'on a aussi le Quick Scan en région Wallonne. Je ne sais pas si tu connaissais celui-là. C'est un outil en ligne et qui permet aussi de donner un label à titre informatif, donc de voir où est-ce qu'on se situe gratuitement. Il y a aussi forcément, quand je pense rénovation, je pense et que je cherche à m'informer, beaucoup de gens attendent Batibo. Ils attendent ce fameux événement, mais j'ai vu en faisant quelques recherches qu'en Wallonie, il y a des événements très intéressants, d'autres salons, Camille. Moi, je pense directement à Bois et Habitat, qui a quand même pignon sur rue en Wallonie quand on parle d'éco-construction, qui est très chouette. Ils ont aussi pas mal de conférences. Il y a énormément de stands où il y a vraiment pas mal d'avoir des chouettes informations. Donc moi, c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais il y en a sûrement d'autres. Bâti-Réno. Il y a Bâti-Réno, oui. Nous, pour le moment, chaque année, on n'a pas de stand, mais on a déjà donné des conférences et on aime bien parce qu'en fait, c'est très chouette d'être dans un... On parle vraiment de construction et de rénovation avec tant des professionnels qu'avec des particuliers, mais qui sont déjà intéressés par l'éco-responsabilité. Et pour nous, c'est chouette de parler avec des gens qui sont déjà convaincus et de parler technique et de sortir du... On essaye encore de convaincre. Donc ça, on pourra se voir alors, parce que généralement, on y est. Alors on se verra là-bas. En fait, on y est chaque année. C'est vrai qu'il y avait Bâti-Réno. Il y a aussi des salons à marche. Mais c'est ça l'avantage aussi de ces salons, c'est d'aller et puis d'avoir tous les acteurs qui sont là, notamment Batibo. Vous y étiez cette année avec la Brico Academy, Bâti-Réno. On a parlé redonne. Bâti-Réno également d'ailleurs. Vous y êtes aussi en octobre. Alors j'ai envie de savoir, puisque vous y êtes, est-ce que tu peux, je sais pas si toi tu as eu la chance d'y aller aussi, lequel est mieux? C'est mieux Batibo, c'est mieux Bâti-Réno, c'est mieux Bois et Habitat? Moi, j'aurais envie de dire que le plus proche de chez soi. La question est trop délicate. Ouais. On va laisser Camille. Le plus proche de soi, parce que c'est vrai que généralement, on a des entrepreneurs locaux qui s'y présentent. Donc, si on est plutôt en province de Luxembourg, on aura peut-être plus tendance à aller au salon à marche, parce que là, on retrouvera plus des acteurs luxembourgeois. Namur est assez central pour la Wallonie, donc c'est sûr que là, c'est vraiment un endroit incontournable. Oui. Lise, pas de langue de bois. Pour toi, le gros problème de Batibo, c'est quoi? Je trouve qu'il y avait quand même une forte influence du nord du pays. Et donc, pour les Wallons, au niveau des acteurs wallons, il y en avait très très peu, finalement. Okay. J'ai trouvé ça décevant. Voilà, on va aussi lister tout ça en commentaire de cette vidéo et sur notre site, le rdvdproprio.com. Alors, je vois que le temps avance, mais vraiment, on me dit déjà 40 minutes et j'ai vraiment envie qu'on fasse notre petit jeu avec Britta dans un instant. Rapidement, Camille,
un tour des grosses tendances en termes de matériaux, en termes d'objets, peut-être aussi, Britta, que tu vois apparaître dans ton magasin. Les matériaux, je me souviens quand on a fait l'émission pilote, tu parlais de la terre. Et moi, quand tu m'as dit ça, j'avais l'impression qu'on revenait à l'époque des Gaulois. Une maison en terre. Oui, alors effectivement, ça donne parfois l'impression qu'on retourne à des maisons de hobbits. C'est pas du tout le cas. Non, c'est un matériau qui a vraiment pignon sur rue. En plus, en Belgique, on a quand même des pionniers de l'architecture de la terre. Après, c'est pas le matériau le plus facile à mettre en œuvre dans sa propre habitation. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, il y avait quand même une chose, regardez les peintures. Pour moi, dans les tendances, il y a tout ce qui est peinture et enduit. Parce qu'on parlait là tout à l'heure de la santé, mais en fait, tous les matériaux à base de pétrochimie, donc à base de pétrole, émettent des petites particules qu'on respire et qui sont vraiment pas bons pour la santé. C'est pour ça que les femmes enceintes ne peuvent pas, on dit toujours, elles peuvent pas peindre la chambre de bébé pendant qu'elles sont enceintes. Mais en fait, c'est des particules qu'on respire tous au quotidien. Et donc, choisir des peintures ou des finitions de murs ou des finitions intérieures qui sont pas à base pétrochimique, je pense qu'on dit donc sans COV, sans formaldéhyde, ces labels-là, ils sont super importants. Le béton vert, ça vous parle ? Le béton d'argile. En tout cas, Thomas Dermine, qui était venu ici, l'épisode est disponible ici sur notre chaîne YouTube, parlait du béton vert et disait justement que la Belgique était assez pionnière là-dedans, avec une entreprise qui notamment se développe assez vite et assez rapidement. Le béton vert, ça te parle ou pas je pense que je vois de quoi tu parles. On n'a pas encore assez d'informations scientifiques pour se rendre compte si c'est trop proche du greenwashing ou pas, donc j'ose pas encore m'exprimer sur la question. Parce que je sais qu'on peut faire des bétons, on peut remplacer le béton traditionnel par un béton de chanvre ou de terre, oui, d'argile. Mais on peut quand même être assez confiant par rapport aux produits qui sont écolabellisés. Ok. Et c'est vraiment déjà un critère. Il y a un critère qui est un écolabel. Et voilà, comme Camille parlait des peintures, il y a des peintures qui ont l'écolabel et c'est vrai que elles sont plus respectueuses de l'environnement et c'est bien de se tourner vers ce type de peinture-là. Et à plus petite échelle, tu vas nous sortir quelques objets, mais quels sont finalement les produits les plus smart qu'on peut trouver, par exemple, en magasin? Moi, je pense rapidement, j'ai vu ça et je vois ça même souvent sur TikTok, des pommeaux de douche qui permettent de diminuer, mais solidement, la consommation d'eau. On y reviendra, oui. Ah, tu en as ramené, je spoil. Il y avait quelque chose de plus fun qui faisait un carton en Hollande. Et c'était des petits ventilateurs qui sont installés en dessous des radiateurs, en fait, et qui vont booster en fait, la chaleur émise par le radiateur. C'était gros carton en Hollande, et c'est vrai qu'on les a introduits, ça se vend vraiment très, très bien. À Bruxelles, la fameuse famille qui a rénové sa maison a beaucoup investi dans le bois. Le bois est vraiment... Le bois est un matériau de dingue. On sait faire énormément de choses avec. Alors là, en fait, il y a trois axes quand on parle de responsabilité écologique. C'est d'abord, il faut éviter d'utiliser des matériaux qui sont pas nécessaires ou pouvoir réemployer un maximum le matériau qu'on connaît. Et puis, le deuxième pilier, c'est utiliser des matériaux qu'on appelle biosourcés, donc à base de fibres végétales ou animales. Et le bois, ce qui est super, c'est que c'est une fibre, ça stocke du CO2 pendant que ça pousse. Et puis, du coup, on stocke du CO2 dans les maisons. C'est un matériau qui est relativement léger. Donc, en termes de transport, pour faire des maisons, en fait, c'est beaucoup moins lourd que le béton. Et donc, en fait, en plus, il peut être local. En tout cas, il y a des filières locales en région wallonne qui commencent à se mettre en place pour travailler avec du bois belge et luxembourgeois. Donc, je pense que c'est un matériau qui a énormément de promesses. Par contre, on ne va pas pouvoir construire toute la Belgique en bois. C'est ça que j'allais te dire, réflexion basique, j'allais dire il n'y aura plus de forêt après. On aura tous des maisons en bois, mais il n'y aura plus de forêt. Mais disons que c'est pour ça que c'est important de d'abord rénover les maisons et pas de tout construire neuf en se disant on va faire du parfait et donc on va construire du neuf en bois parce que si on doit remplacer toutes les maisons existantes par des maisons en bois, on ne va pas s'en sortir. Mais c'est l'approvisionnement qui est vraiment compliqué. Il n'y a juste pas assez de bois. Donc j'imagine que le prix aussi va augmenter, l'offre et la demande, c'est magique. Il va falloir trouver un équilibre. Voilà. Britta, est-ce que c'est pas ton moment pour terminer cette émission avec le caddie? Alors t'as pas ramené le caddie de Brico, c'était compliqué. Non, j'ai pas ramené le caddie, mais c'est vrai que le but était de montrer quelques petits objets et vous allez essayer de deviner le prix en fait. On va se la jouer juste le prix. Que finalement on peut déjà améliorer la consommation énergétique de son habitation en accessoirisant, on va dire un petit peu sa maison. Alors Britta, tu as ramené des objets, ils sont juste derrière toi. Je t'invite. Je t'invite à... Ou alors, je demande à quelqu'un de l'équipe. Non, parfait. Britta, elle fait tout dans cette émission. Elle est incroyable. Alors, tu viens avec un premier produit. Alors, ça m'a l'air bien grand, tout ça. Premier produit. Alors, Britta, parle juste bien dans ton micro. Je sais que c'est compliqué. On va le faire. Ouais, on va y arriver. Vous jouez aussi, vous réalisez, vous mettez en commentaire aussi vos prix. On va le faire comme ça. Donc, ici, on a un réflecteur de chaleur. Okay. Donc, c'est
quelque chose que l'on colle en fait derrière son radiateur, qui va permettre de ramener 20% en fait de chaleur supplémentaire. Voilà, il y a je ne sais plus combien de panneaux dedans, 1, 2, 3, 4, 5, 6 panneaux, 3 mm d'épaisseur. Quel est le prix? Alors... Je dois prendre les petites fiches, parce que Lise. je ne sais pas faire non plus. Moi, je dirais... non, il faut le noter sur l'ardoise. Voilà, c'est une battle entre vous deux, mais toi aussi tu as ton petit marqueur. Toi, tu joues pas? Non, moi je joue pas. Moi. Donc ça permet de couvrir... Moi j'anime. C'est facile, Ça permet de couvrir 2 mètres carrés et demi. Oui, un radiateur, quoi. Ouais. Et donc rappelle-nous le gain qu'on peut aller chercher avec ça, Britta. Donc ça réfléchit la chaleur, donc forcément. Oui, c'est jusqu'à 20% de perte de chaleur en moins en fait si on les installe derrière son radiateur, et c'est tout simple, c'est bêtement accolé. Donc, Alors on a 15 € pour Lise et on a 11,95 € moi je me suis dit qu'il fallait pour Camille. Alors Britta. J'aurais préféré que Camille soit la gagnante, mais c'est Lise. C'est à 14,99 €. Eh ben bravo Lise. Eh ben voilà, pour 14,99 €, on peut acheter un petit quelque chose qui peut déjà aider justement à tendre sa maison vers une maison plus éco-responsable. Alors on va aller nager maintenant. On a pris son petit boudin, on met son petit bonnet, on plonge dans l'eau. Donc là j'ai le fameux petit boudin d'isolation qui fait 1 mètre, une épaisseur de 15 mm. C'est pour l'isolation des tuyaux, parce qu'il y a aussi 5% de déperdition par les ponts thermiques. Donc c'est bien de pouvoir aussi protéger ces tuyaux. Combien ça coûte? Alors, et ça Camille, concrètement, on met ça genre par exemple dans... Sur les tuyauteries de chauffage et d'eau chaude. Ok. Pour les protéger, pour qu'elles ne rayonnent pas, pour qu'elles ne rayonnent pas dans les pièces non chauffées. Ah mais non, mais justement dans les caves par exemple. Ah, dans les caves, voilà, okay, les tuyauteries de chauffage et d'eau chaude qui passent de la chaudière. Non mais voilà, c'est justement dans les endroits cachés. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a aussi de la déperdition. Alors, ce petit tuyau, à combien? Alors là, on est sur... Oulala, ça va se jouer au cent près. On est sur 5 € et 4,99 €. Britta? 1,29 €. Ah, et ben voilà. Vous êtes pour l'inflation, vous. Camille, t'aurais mis 5 € pour ça. Mais non, parce que c'est hyper efficace, cher, hein. c'est hyper efficace, c'est pour ça. Ah, le prix qui serait lié à l'efficacité. La logique est bonne. La logique est bonne. Ah, alors, le fameux pommeau de douche magique. Dont tu parlais, le fameux pommeau de douche. Donc on est sur un pommeau, Aquavive. On ne triche pas, Lise et Camille, on ne triche pas. Moi, je vais rechercher mes notes parce que sinon. Mais c'est vrai qu'on voit ça souvent. Mais est-ce que c'est pas désagréable de prendre une douche avec moins d'eau, ou alors c'est moi qui suis dans... Non. Ah non, mais ça ne se ressent. En fait, tu sens pas la différence. Absolument pas la différence. Voilà. Il y a 3 types de jets. On peut faire le jet standard ou massage ou spray plus massage. Incroyable. Donc voilà. Alors on a à combien pour, ça va permettre 50% d'économie d'eau. C'est dingue. Ça c'est vraiment Camille, ça tu valides, hein? Ah, complètement, j'en ai un chez moi. Voilà. Alors on est à du 34,95 pour Lise et 24,50 pour Camille. On va être juste entre les deux. On est à 28,99 €. 28,99 €. Ok, ça va. Un point pour vous deux. J'ai pas l'énergie de calculer. Généralement, celui qui est au-dessus, il perd. Hein. Oh oui, c'est ça. J'ai ramené aussi un rideau thermique. Ah. Alors, le rideau thermique, oui, évidemment, ça vaut pas l'isolation qu'on peut avoir, qu'on va mettre, isolation des murs ou un bon double vitrage, mais ça va quand même protéger de la chaleur en été et du froid en hiver. Et c'est beau. Enfin, c'est beau. On voit que c'est bien pensé, c'est bien fait. C'est une couverture, en fait. Ouais. Quel prix? Alors, pour info, il fait 2,40 m de haut sur 1,40 m de large. Même l'emballage est en carton recyclé, j'en suis sûr. Je cherche justement des rideaux pour chez moi, je partirais peut-être bien avec. Britta, fais attention, je pense que Camille va te voler ton rideau. On peut s'arranger. Ah. Alors, on est à 25 € pour Lise, on a 52 € pour Camille. Alors, qui va remporter cette battle? Le juste prix est de 35,99 €. Eh ben, donc c'est Lise qui est beaucoup plus proche. Bravo. Et alors, je termine juste avec... toujours en emballage carton évidemment aussi, puisqu'on a quitté les blisters, plastique. Ampoule. Alors c'est ampoule classe énergétique A. On a
peu d'ampoules actuellement, puisque toutes les classes énergétiques ont été revues, qui sont encore en classe énergétique A. Donc, on est avec ici une ampoule LED avec une consommation de 2,2 watts, qui équivaut à 40 watts précédemment. Okay. Donc, on a quand même une économie de 37,8 watts sur cette ampoule. Alors, on est à 12 € et 12 €. Ouais. Oh là là 12 € et 12 € eh bien, pour une ampoule. Elle est moins chère. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Elle est à 10,99 €, mais vous n'étiez pas loin. Okay. Ah oui, ça reste comme un petit budget. Hein, si tu veux refaire tout ton habitat avec des ampoules LED, c'est un petit budget, c'est un petit investissement. Mais Camille, ça c'est vraiment les ampoules LED, c'est vraiment quelque chose qui peut faire vraiment baisser sa facture d'énergie, non? C'est quand même démontré qu'effectivement ça consomme beaucoup moins. Il faut juste faire attention à l'effet rebond parce qu'on voit parfois que du coup on met beaucoup plus d'ampoules on a beaucoup plus de luminaires avec beaucoup plus d'ampoules parce que c'est joli. Du coup voilà, il faut juste faire attention à ça. Mais oui, c'est très intéressant. Et peut-être sur les LED, moi il y a quand même eu quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est que maintenant il y a les ampoules qu'on peut mettre dans n'importe quel luminaire. Il y a aussi de plus en plus de luminaires où le LED est intégré dans le luminaire. Donc ça veut dire que quand le LED est mort, il faut changer tout le... Et ça, c'est pas dingue. Il faut changer tout le luminaire. Et donc, parfois, c'est plus design, mais de nouveau, en termes de durée dans le temps, ça veut dire qu'on sait qu'on achète un luminaire qui va être périmé dans X heures de... Mais après, la durée de vie est quand même nettement plus longue aussi. Hein. On est sur 8000 heures généralement. Et quand on parlait de rénovation, dans le cas de grosses rénovations, et si effectivement les gens sont amenés à rénover avec un architecte, pensez aussi à amener un maximum de lumière parce que ça va vous permettre quand même d'utiliser moins de lumière artificielle et de jouer beaucoup plus à lumière naturelle. On aurait pu parler pendant des heures. Et l'émission devait durer plus ou moins une demi-heure. On est quasi déjà à 1 heure. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on continue le débat en commentaire de cette vidéo sur le WhatsApp de l'émission. Et on va certainement aussi faire des articles avec vous aussi qui seront à retrouver très prochainement sur notre site, le rdvdproprio.com. Brita, merci pour ce choix d'émission, puisqu'on le rappelle, c'est Brico qui a choisi de mettre cette thématique sur la table, les maisons éco-responsables. Et c'était passionnant. J'ai adoré. Lise, merci d'être là. On le rappelle, c'est le guichet énergie du SPW Énergie. Allez voir ça aussi sur Internet. Ça peut être un bon partenaire aussi qui peut vous faire gagner de l'argent et du temps. C'est tout ce qu'on aime. Et alors Camille, c'est la patronne. Hein. Si vous voulez avoir une info sur les matériaux de maintenant et du futur, c'est elle. Et on rappelle, c'est Natura Matter. On mettra ton lien en commentaire. Mais j'ai rarement vu une fille aussi passionnée dans le secteur de la construction. Donc vraiment, merci encore une fois d'être venue et de partager toute ta passion ici. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode, évidemment. Et on remercie tous nos partenaires. PNV, Eloya, Imovlan, Belle Charge et évidemment Brico et Brico Planet.